Donc, on s'était un petit peu éloigné des ports pour voir un petit peu des activités qui pouvaient s'exercer autour. Et puis là, on va revenir vraiment dans le dur, si je puis dire, avec à nouveau Véronique Tourelle-Clément. Merci encore. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est en termes d'installation portuaire, de réception, de collecte. Ensuite, Julie Droit, donc directrice d'études environnement littoral et département de risque eau et littoral du CEREMA, viendra nous parler de ses travaux sur les aires de carénage. Je suis sûre qu'il y aura sans doute des échanges sur ces thématiques et des choses intéressantes à dire. Ensuite, eh bien, on se posera la question du technique, de l'écotechnologie comme solution, comme point de départ à une réflexion finalement qui a le mérite, qui serait intéressante de penser plus de manière systématique la question des enjeux écologiques et environnementaux, parce que ce n'est pas telle ou telle trouvaille qui va forcément sauver le port. Donc ça, c'est Gilda Galen de Dombord qui va intervenir sur ce point. Et nous finirons la table ronde par une brève présentation donc, des appels à projets, ports de plaisance d'avenir, bases de nautique d'avenir, donc, qui sont ouverts actuellement dans le cadre du plan de tourisme Destination France. Et donc, c'est Anne Fontaine qui viendra, qui est la directrice de ces projets, qui viendra nous en parler un petit peu en fin de table ronde. Donc, je vais redonner la parole à Véronique Tourelle-Clément, donc déléguée générale de l'UPACA. Et tu me diras, Véronique, j'ai mis des photos oui, tout à fait. par thématique. Donc, je te laisse me guider aussi si tu veux que je montre des choses en particulier. Écoute, avec plaisir, mais les photos sont là pour étayer le propos, donc elles peuvent passer même plusieurs fois, c'est pas un problème. Voilà, le temps que vous voyez les photos, ben, écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver. Donc, bonjour à nouveau, Véronique Tourelle-Clément, déléguée générale de l'Union des ports de plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco. Tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de vous dire ce qu'était l'Union des ports de plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco. C'est donc l'organisme professionnel des gestionnaires de ports qui regroupe tous les ports de plaisance du début des Bouches-du-Rhône jusqu'à la fin des Alpes-Maritimes, hein, Menton, et les ports de Monaco. Donc, ça fait 147 ports de plaisance, ça fait 65 000 anneaux à flot et ça fait 15 000 anneaux à sec. Et avec les unions des ports de plaisance des autres régions, l'Occitanie, l'Atlantique, la Bretagne, la Corse, l'Union des ports en eau intérieure, etc., nous formons tous ensemble la Fédération française des ports de plaisance. Voilà un petit peu comment on travaille. Et moi-même, je suis ingénieure en environnement et c'est pour ça que vous comprenez le lien avec la création des certifications environnementales. Voilà. Donc là, pour cette deuxième intervention, et merci Rachel, merci les organisateurs de me donner 2 fois la parole. Donc, on va faire un zoom plutôt sur les déchets qui sont produits par l'activité des ports de plaisance. Et on va commencer, il y a 2 types de déchets dans les ports de plaisance, c'est donc des déchets solides et des déchets liquides. Et au niveau des déchets liquides, on a notamment quelque chose qui peut être très polluant. C'est donc l'activité de carénage, hein, avec donc le rinçage et puis le décapage des coques, etc. Donc, dans cette activité de carénage, bien évidemment, elle est réglementée. Les aires de carénage doivent avoir un système d'épuration donc des eaux de carénage qui sont des eaux chargées. Hein. Il n'y a pas que des micropolluants, il y a aussi des macropolluants avec vraiment de la matière. Et donc, dans des débourbeurs, décanteurs, désuileurs, cette matière va donc décanter, surnager, etc. Et il appartient ensuite aux gestionnaires de port, bien évidemment, de faire le pompage de l'ensemble de ces polluants. Et là, dans la 3e diapo que vous voyez, celle où vous voyez un gros cylindre jaune, c'est ce que vous ne voyez pas quand vous êtes
sur une aire de carénage si vous n'avez pas vu les travaux, c'est le débourbeur, décanteur, déshuileur. Ce que vous voyez par contre, c'est donc les plaques qu'on appelle des tampons. Et c'est par là qu'on va faire pomper ce qui surnage, ce qui en fond, etc. Et ensuite, les traitements pour les eaux issues de l'aire de carénage peuvent être complétés par des traitements sur zéolite, sur des membranes physico-chimiques, etc. pour enlever les micropolluants s'il y a lieu. Mais normalement, déjà, ces traitements qui nous sont vendus, et c'est donc ces énormes cylindres que j'appelle donc le système d'épuration des eaux de carénage, doivent donner une performance qui permet de rejeter donc l'eau dans le milieu naturel. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au niveau des effluents liquides de l'aire de carénage. Bien sûr, dans les déchets liquides qui sont produits sur un port, mais comme dans toute activité, on va avoir aussi tout ce qui est eau noire, eau grise. Bon, et ça, dans le port, ce matin, il y avait un petit débat sur l'histoire des cuves à eau noire et à eau grise. Bien évidemment, les cuves à eau noire et à eau grise, comme je vous ai dit, bon, c'est les bateaux depuis 2008 et encore faut-il qu'ils fassent escale dans un port, etc. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des cuves sur les bateaux. Néanmoins, ce qui est recommandé est dans la sensibilisation et dans les règlements de police des ports, etc., c'est que quand le bateau est au port, les personnes aillent dans les sanitaires du port, et bien évidemment. Donc, voilà un petit peu sur les effluents liquides. Et puis, quand les personnes ont des cuves dans leur bateau, ce matin, on en a déjà parlé aussi, plusieurs solutions s'offrent, c'est-à-dire qu'il y a des pompes mobiles, des pompes fixes, des raccordements directs au tout à l'égout. Il y a aussi un prestataire ou pourquoi pas un bateau du port qui soit un bateau pompe et ensuite pour faire évacuer donc tout ce qui a été pompé dans les cuves des bateaux. Donc un certain nombre de solutions sont proposées. À ce propos, et pour revenir sur ce que disait Rachel en introduction de cet atelier, en fait, quand on nous propose énormément d'innovations, que ce soit dans ce secteur-là ou dans d'autres, mais sur l'environnement dans les ports, on nous propose énormément d'innovations. Et ça, c'est un message pour toutes les sociétés qui nous proposent de l'innovation. Voyez deux choses. D'abord, l'aspect réglementaire. Souvent, on nous propose de l'innovation, mais on ne s'est pas donné la peine de faire une étude réglementaire. Et sachez que sur les ports de plaisance, nous sommes extrêmement réglementés. À peu près tous les codes d'ALOS s'appliquent puisque nous sommes à l'interface terre-mer. Donc, il y a pas mal de projets qui arrivent et qui sont parfois fort intéressants. Le problème, c'est que réglementairement, on ne pourra jamais les utiliser. Donc, ça, c'est un peu dommage pour un porteur de projet. Et deuxièmement, en fait, voilà, j'allais vous dire, on nous propose tellement de choses que quand on nous propose quelque chose, il faut déjà avoir aussi regardé l'existant. Si vous nous proposez quelque chose qui existe déjà en nous disant, oui, mais là, la virgule, elle n'est pas au même endroit, on n'est pas capable de voir la pépite par rapport à tout ce qui nous est proposé. Donc, je pense que vraiment, surtout en innovation en environnement, il faut vraiment voir cette partie réglementaire et cette partie de benchmark et de bien savoir faire ressortir ce qui est effectivement le plus ou l'innovation par rapport à ce que nous connaissons déjà. Voilà, ça c'était la parenthèse pour nos amis porteurs de projets et pour l'innovation. Donc là, on a vu ce qui était la partie effluent. En ce qui concerne les déchets solides. Les déchets solides sur le port, on a deux types de déchets. Du déchet ménager. Et là, on a des poubelles, j'allais dire traditionnelles, avec du tri sélectif, etc. Et c'est plutôt de l'ordre de la collectivité dans lequel va être le port. Mais après, il peut y avoir des accords particuliers. Mais on essaye d'avoir le plus possible de tri sélectif. Et puis surtout, on va avoir des déchets qui sont d'un autre ordre, qui résultent de l'activité de plaisance et de la manière dont vont être faits la mécanique, etc., sur l'aire de carénage. Là aussi, je le rappelle, on ne fait pas de la mécanique n'importe où sur un port. On n'en fait pas à flot non plus, voilà, pour limiter aussi le risque de problématiques avec des produits comme des hydrocarbures, des huiles, des acides, etc. Et donc là, si le port a une aire de carénage, il est recommandé, il est même fortement recommandé, voire réglementé, d'avoir un point propre.
Par contre, là aussi, je fais une parenthèse, attention, si le port n'a pas d'aire de carénage, pas d'intérêt à mettre un point propre, parce que si le gestionnaire de port met un point propre, ça veut dire implicitement qu'on encourage le plaisancier à faire de la mécanique en dehors d'une aire prévue pour cet effet, ce qui n'est pas louable et ce qui n'est pas vertueux. Donc vraiment, le point propre, c'est quand il y a une aire pour faire de la mécanique, et dans ce point propre, on va pouvoir y mettre tous les déchets issus de l'activité de plaisance, avec des huiles, des solvants, des carburants, des filtres à huile, enfin, l'huile usagée, etc. Enfin, tout ce dont on a besoin pour l'entretien d'un bateau. Et donc, ces points propres, normalement, ils sont fermés, ils sont accessibles qu'aux plaisanciers, parce qu'il ne faut pas que ça devienne non plus l'annexe de la déchetterie de la collectivité. Et ils sont évidemment aussi réglementés pour pouvoir recevoir donc des polluants sans aucun risque, dans le sens où s'il y a des débordements, etc., leur dalle doit être étanche, elle doit ramener vers le débourbeur décanteur des huileurs de l'air de carénage ou avoir son propre débourbeur décanteur des huileurs, etc. Et c'est tout ce qu'on vous montre dans ces photos-là, avec des plaisanciers qui donc versent de l'huile qui verse de l'huile dans des réceptacles faits pour cet effet. Il faut savoir aussi qu'au niveau des ports, ensuite, on reçoit aussi pas mal de choses. On est bien évidemment l'exutoire d'un bassin versant, l'exutoire de certains fleuves, enfin des fleuves qui peuvent arriver dans le port aussi. Donc, on peut recevoir aussi beaucoup de macrodéchets. Ces macrodéchets, là aussi, bon nombre de solutions. Des filets pour les retenir, mais là c'est pareil, hein, voilà, là vous voyez à Cannes et au Vieux-Port de Cannes, on a des filets pour les retenir. Néanmoins, les gestionnaires de port se posent une question. Ces déchets arrivent effectivement dans le port, c'est eux qui mettent en place ce filet, donc, et les filets ont des coûts financiers assez importants. Il y a du personnel qui doit s'en occuper. Ensuite, on doit prendre la filière pour faire traiter les déchets. Là aussi, c'est du déchet public. Est-ce au gestionnaire de port de le financer? Voilà. On nous propose aussi en tant qu'innovation des robots. Alors, des robots plus ou moins élaborés. Celui qu'on vous montre là, ça fait comme un gros skimmer qui va absorber les déchets qui sont en surface et les mettre dans un filet. Donc là aussi, on est limité sur le poids des filets. Hein. Au-delà de 20 kg, il y a la législation sur le travail qui fait que les personnes ne peuvent pas porter plus de 20 kg. On a des robots beaucoup plus puissants qui prennent beaucoup plus de déchets, mais qui prennent aussi beaucoup plus de place, qui sont aussi beaucoup plus chers. Et puis sinon, il y a le bon vieux Salabre. Hein. Voilà, donc là aussi, pour ramasser ces déchets. Donc voilà un petit peu tout ce qui est mis en place actuellement pour ramasser, que ce soit les déchets solides ou les déchets liquides. Ensuite, évidemment, tous ces dispositifs, ça peut être de la mécanique, de l'électronique, etc., ça va s'assortir quand même d'une sensibilisation. Et là, j'allais dire, on sensibilise les plaisanciers, mais ce n'est pas eux qui vont jeter ces déchets. D'une sensibilisation aussi de tout ce qui se passe autour du port, voire même de ce qui se passe bien en amont du port. Et j'ai en tête une action que nous avons faite, notamment, il me semble, c'était avec la DIRM et avec les autoroutes Vinci, parce que maintenant, si on ne veut plus que des déchets arrivent dans les ports de plaisance et clairement arrivent à la mer, que ce soit un port ou une plage ou quoi que ce soit d'autre, il faut limiter tous ces déchets qui arrivent. En fait, c'est d'aller sur terre et notamment au bord des autoroutes et sur les aires d'autoroute, aller voir ce qui se passe et limiter le déchet à la source. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que tous les étés, ça ne devrait pas tarder. Hein. Enfin, vers le mois de mai, j'ai des associations qui m'appellent pour me dire on va louer un bateau, donc on voudrait le louer pas trop cher, puis on voudrait des places de port tout l'été dans tous les ports de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour faire de la sensibilisation aux plaisanciers sur le fait de ne pas jeter des déchets. Et je leur dis, écoutez, ce n'est pas la peine de prendre un bateau et ce n'est pas la peine de faire le tour des ports avec des places gratuites de partout. Achetez-vous des bonnes chaussures de marche et allez surtout en amont, notamment dans la montagne et dans la colline, aller chercher là où sont les déchets.
Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi comme autre pollution qu'on voit moins, mais qui est existante? C'est la pollution dans les sédiments. Et là aussi, quand on fait les analyses de sédiments, on retrouve effectivement la pollution qui est à nous, c'est-à-dire qui pourrait résulter d'une aire de carénage qui ne serait pas équipée, qui ne serait pas aux normes. Hein. Donc, bon, il y en a de moins en moins quand même, l'équipement des aires de carénage, leur obligation, ça date de 2006. Donc, celles qui ne sont pas encore équipées, il faut faire fissa pour y aller là. Hein. Bon, ça commence à dater. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans les sédiments? Surtout le déchet public hein, qui vient de la terre. Là aussi, j'ai une anecdote. Dans une ville que je ne vous citerai pas, tous les vignerons sont passés au bio et donc mettaient du sulfate de cuivre dans toutes les vignes. Et on s'est retrouvé avec, dans le port, une eau bleu fluo. Et surtout dans les sédiments, un taux de cuivre à faire péter tous les analyseurs. Donc, si vous voulez, quand on doit ensuite draguer et prendre ces sédiments, ça coûte extrêmement cher au plus ils sont pollués. Et bon, oui, il y a une part qui est la nôtre, et celle-là, on veut bien l'assumer. La part qui n'est pas la nôtre et qui est du déchet public, se pose aussi la question de qui va l'assumer. Voilà. Dans les photos, vous avez vu aussi des stations d'avitaillement, parce que donc dans les ponts, nous avons des stations d'avitaillement, et là, ce sont effectivement des endroits relativement à risque, hein, puisque bon, il peut y avoir des déversements d'hydrocarbures plus ou moins importants. Alors quand les plaisanciers font le plein, même s'il y a des déversements et que c'est très impressionnant, parce qu'un centimètre cube d'hydrocarbures, ça va iriser sur 100 mètres carrés, hein, donc ça fait vraiment la nappe, voilà, mais en quantité, c'est très petit. Là où il faut s'intéresser un peu plus à la chose, c'est quand on fait le plein des cuves, la zone de dépotage qui n'est pas forcément très éloignée de la station d'avitaillement. Et là, quand on a le camion qui vient remplir les cuves, il faut bien s'assurer que cette zone de dépotage, elle soit vraiment mise en sécurité et qui est un endroit pour récupérer si la pompe, enfin, si l'avitaillement du camion venait à lâcher, quelle va être la quantité d'hydrocarbures. Donc tout ça, on y fait très attention évidemment, et on fait en sorte aussi pour les stations d'avitaillement d'avoir les produits qu'il faut pour la dépollution, d'avoir aussi des boudins hydrophobes qui peuvent récupérer l'irisation, d'avoir aussi des méthodes mécaniques. Par contre, tout ce qui est dispersant depuis plusieurs années, c'est interdit. Donc, je sais qu'il y a quelques ports qui les utilisent encore. C'est pas souhaitable, hein, voilà. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on met en place par rapport à ces polluants liquides et solides. Voilà, sur l'efficacité, quand ils sont en place, tout se passe bien. Ensuite, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il faut voir que le port fasse son maximum, mais fasse son maximum dans ce qui est de sa responsabilité, et qu'ensuite, il interpelle ceux dont c'est la responsabilité pour l'aider dans cette lutte contre les pollutions. Je pense avoir fait le tour de ce qui est au niveau de la rétention des déchets, etc. Voilà. S'il y a des questions ou des compléments, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Quels sont les grands enjeux, les grands défis? On a parlé ce matin de l'utilisation des pompes à eau noire et à eau grise sur l'ensemble de ces installations-là. Quels sont les grands enjeux auxquels vous avez à répondre aujourd'hui? Alors, par rapport aux pompes à eau noire et à eau grise, comme je l'ai dit ce matin, nous, on croit beaucoup plus à une barge qui va faire le pompage des divers bateaux, et on croit beaucoup aussi au branchement direct dans du tout à l'égout. Hein. Franchement, voilà, ça, c'est les deux choses auxquelles on croit beaucoup. Ensuite, les grands défis, pour les aires de carénage, c'est peut-être de compléter les traitements, comme je vous l'ai dit, par de la zéolite, par des membranes physico-chimiques, etc. Néanmoins, là se pose la question maintenant pour les aires de carénage, vu qu'on a déjà des arrêtés sécheresse qui sont tombés au mois de février.
en ce moment, l'utilisation des aires de carénage n'est pas très aisée et les gestionnaires de port s'inquiètent très fort de ne pas pouvoir les utiliser du tout, si ce n'est peut-être avec des solutions alternatives comme des karchers à eau de mer, de la désalinisation, etc., mais qui posent d'autres défis techniques et d'autres défis réglementaires. Donc voilà un petit peu, j'allais dire, l'aspect restriction sur l'eau et qu'on comprend très bien, et le fait de ne pas être forcément prioritaire sur le sujet, on le comprend aussi, hein, voilà, pose quand même des problèmes sur notre organisation future, et notamment au plus on rentre dans la saison de carénage et au plus on rentre vers le printemps. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On vous retrouve à la fin de cette table ronde pour échanger tout à fait avec les participants. On espère qu'on va réussir à avoir le temps. Je vais laisser la parole. Oui, pardon. Excusez-moi, j'aurais une question sur les aires de carénage, si c'est possible. Justement, vous parlez des innovations technologiques. Je suis désolée, je ne peux pas allumer ma caméra. J'ai eu beaucoup de mal à me connecter. Est-ce que dans les innovations technologiques, est-ce que justement, vous parliez des arrêtés sécheresse, est-ce que vous avez des exemples d'aires de carénage qui fonctionnent en circuit fermé? Ou est-ce que vous en avez aussi qui fonctionnent avec de l'eau de mer? Écoutez, justement, ça va être un des défis et on fait des journées techniques pour nos adhérents d'ici une quinzaine de jours avec des spécialistes de l'eau et des spécialistes de la réglementation. Ça pose quand même quelques soucis, notamment de les faire fonctionner à l'eau de mer parce qu'on a les traitements, notamment zéolite et physico-chimiques, qui risquent d'en souffrir. Donc voilà, et sur le fait de recycler, pour vous dévoiler un petit peu ce qui se passe, c'est que sur le plan de la législation du travail, les gens qui utilisent de l'eau recyclée et surtout de l'eau recyclée qui serait recyclée à plusieurs fois, ça peut poser aussi question. Donc pour l'instant, j'ai plus de questions moi aussi que de réponses. Néanmoins, voilà, on fait des journées techniques pour nos adhérents sous peu où on a fait venir plusieurs experts pour voir la partie technique, faisabilité et aussi la partie réglementaire parce que ce n'est pas évident non plus de prendre de l'eau de mer, donc de prendre de l'eau qui appartient au bien public et donc ça nécessite sans doute aussi d'autres autorisations. Donc là, je suis un petit peu, vous êtes un peu trop en amont pour que je puisse vous répondre, mais j'espère avoir des réponses à vous donner après. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous rappelle qu'on aura un temps d'échange et on posera les questions à la fin des présentations de cette table ronde. Donc, je vais laisser la parole à Julie Droit, qui est directrice d'études pollution des milieux marins et littoraux et qui va intervenir sur la question des aires de carénage qu'on peut trouver soit dans les ports, soit dans les zones de mouillage ou les chantiers nautiques, sur la question des mesures et des seuils de rejet, notamment. Bonjour à tous. Donc Julie Droit. Donc effectivement, je vais vous parler des actions du CEREMA sur cette question des aires de carénage et notamment des activités qui ont eu lieu pour la mise en œuvre d'une mesure de la directive cadre stratégie milieu marin, donc en faveur de l'équipement des ports en aires de carénage. Et je vais également vous parler d'un guide qui est en cours de rédaction sur l'établissement de seuils de rejet donc de ces activités de carénage. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, on l'a vu tout à l'heure et Madame Tourelle en a parlé. Donc, les carénages sont des opérations qui sont potentiellement polluantes, notamment si elles sont réalisées dans des aires où il n'y a pas de traitement des effluents. Donc, on l'a vu, donc les peintures anti-fouling peuvent générer des biocides, mais également plusieurs autres types de contaminants, dont notamment des solvants et des phtalates. Les actions de carénage peuvent également générer des déchets solides. Alors, des solides souillés, donc on a des restes de fûts de peinture, de solvants, des chiffons souillés,
également des biodéchets, tout ce qui est coquilles ou algues qui sont grattées sur les coques et puis qui entraînent avec eux donc, des particules de peinture. Et puis, sur le côté, vous voyez aussi donc des microplastiques, des mésoplastiques, des nanoplastiques, voilà, qui peuvent également être générés par ces opérations de carénage et potentiellement polluer le milieu marin environnant. Alors, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, alors là, cette diapo, c'était juste pour détailler un peu le contenu de cette mesure de la directive 4 stratégie milieu marin, donc qui consiste à procéder au recensement des aires de carénage des ports de plaisance, à inciter à la délimitation et à la mutualisation des aires de carénage et à favoriser la suppression des rejets de contaminants à la mer. Donc, dans le cadre de cette mesure, le CEREMA a été sollicité par le ministère pour, en particulier, l'action 1 qui consiste à recenser ces aires de carénage dans les ports de plaisance. On a étendu le cadre de cette mesure aux zones de mouillage et aussi aux chantiers nautiques privés. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Excusez-moi. Donc, là, c'était pour revenir un peu sur le cadre de cette enquête. Elle a eu lieu en 2017-2018. Donc, comme je l'ai dit, voilà, elle concerne les ports de plaisance, les zones de mouillage, chantiers nautiques, également les ports à sec, dont je n'avais pas parlé. D'abord, on a synthétisé les données existantes auprès des administrations locales, agences de l'eau. Alors là, il y a une coquille toujours dans mon diaporama, ce n'est pas AFB, c'est OFB. Voilà, les directions régionales, les collectivités territoriales, tout ce qu'on a pu trouver en ligne pour synthétiser la connaissance existante. Et ensuite, on a diffusé des enquêtes en ligne auprès des gestionnaires portuaires. On avait notamment collaboré à l'époque avec l'UPACA. Et donc, il y a eu environ 600 personnes enquêtées, 600 gestionnaires. Alors, le taux de réponse pour les ports et les zones de mouillage était de 26%. Donc, c'est loin d'être exhaustif. Pour les chantiers nautiques, on était encore inférieur avec 8% seulement de réponses. Mais on va le voir après, depuis, on améliore de façon constante ce recensement. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc là, voilà, c'est pour vous présenter les résultats de cette enquête. Excusez-moi, ont donné lieu à l'établissement d'une base de données sur les carénages et d'une cartographie qui est disponible en ligne sur le portail Géolittoral. Donc, il y a une rubrique mer et littoral et vous trouverez la rubrique aire de carénage. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Et donc, vous trouverez une synthèse de l'étude du CEREMA ainsi qu'une cartographie avec plein de couches de SIG qui sont téléchargeables. Alors, on va voir le détail dans les diapos suivantes. Excusez-moi. Donc, il y a plusieurs couches de données disponibles dans ce SIG. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une aire de carénage? Donc là, j'ai représenté la Bretagne, mais c'est toute la France métropolitaine. Donc, on a défini dans ce SIG une aire de carénage comme étant un site, donc une cale ou un terre-plein, qui est équipé d'un système de traitement des effluents de carénage. Sinon, on n'a pas appelé ça aire de carénage. Donc, sur cette couche, on voit l'emplacement des sites équipés des aires de carénage équipés d'un système de traitement des effluents. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Une autre couche d'information consiste à détailler le type de traitement qui est mis en œuvre dans ces aires de carénage. Donc, on a distingué deux niveaux de traitement. Le niveau 1, qui est un pré-traitement des effluents, donc par débourbeur, décanteur, déshuileur, et le niveau 2, qui est une filière plus complète, qui associe ce pré-traitement à un traitement par filtration, alors avec des éolytes ou du charbon actif. Voilà. Et ce deuxième niveau de traitement
permet d'éliminer plus efficacement tout ce qui est micropolluant et dont les biocides. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Là, donc, c'est toujours ce SIG avec un troisième niveau d'information. Donc là, c'est un code couleur un peu plus complexe qui détaille le niveau d'équipement des ports de plaisance, des zones de mouillage et des chantiers nautiques par rapport à cette problématique de carénage. Donc, tout d'abord, on a recensé sur ces lieux les lieux où il y avait bien une activité de carénage. Est-ce qu'il y avait une aire de carénage, au sens où on l'a défini tout à l'heure, donc avec un traitement des effluents de carénage? Est-ce qu'il y a un projet en cours pour mettre en œuvre un système de traitement des effluents de carénage? Ou est-ce qu'il y a une solution de mutualisation? Il y a certains ports qui ne sont pas équipés d'aires de carénage, mais qui dirigent donc leurs usagers vers d'autres ports voisins qui, eux, sont équipés. Et puis, donc, savoir si on connaît le type de traitement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, soit niveau 1, soit niveau 2. Donc, toutes ces informations génèrent un code couleur. Donc, il y a 7 couleurs différentes qui permettent de visualiser le niveau d'équipement des ports ou des zones de mouillage ou des chantiers nautiques également. Et donc, on a toujours sur cette même couche, on a des cercles en fait qui sont plus ou moins importants en fonction de la capacité des ports. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Toujours sur ce même portail géolittoral, vous pouvez trouver la synthèse de cette étude du CEREMA, donc ça date de 2018. Donc, c'est en cours de réactualisation, je vais en parler tout à l'heure, mais vous y trouverez en tout cas un état de l'art sur les pratiques de carénage, les différents impacts sur l'environnement, la réglementation qui encadre ces activités, et puis les dispositifs de traitement des effluents, voilà, les démarches aussi exemplaires, certification, les labels. C'est un peu un cadre général, voilà, qui encadre ces activités. Et puis, il y a le détail de l'étude sur le recensement des aires de carénage en France métropolitaine. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, actuellement, le CEREMA travaille avec le ministère de la Transition écologique sur un guide de recommandations nationales sur les seuils de rejet des effluents de carénage. En fait, donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de cadre national sur ce type de rejet, ce qui entraîne un peu une disparité des seuils qui peuvent être mis en œuvre localement pour contrôler donc ces aires de carénage. Donc, l'idée était de rassembler l'ensemble des connaissances sur ces seuils, de rassembler aussi un maximum d'arrêtés mis en œuvre pour autoriser ces aires de carénage, de façon à établir un cadre général commun. Donc, on aura donc une liste de paramètres à analyser dans les effluents de carénage qui comprendront plusieurs contaminants, dont des métaux lourds, des pesticides, des hydrocarbures. Et dans cette liste, il y aura une liste de paramètres donc qui sera commune à l'ensemble des aires de carénage, et il y aura des paramètres complémentaires qui seront définis en fonction de la taille des aires de carénage. Donc, pour les grandes aires de carénage, donc avec des activités importantes, il y aura plus de paramètres à suivre. Les services police de l'eau donc pourront adapter ou compléter cette liste en fonction du contexte local, hein, puisque ça reste des recommandations. Pour l'instant, c'est pas une réglementation en soi. Donc, actuellement, donc, on a fait une première liste de contaminants à suivre avec des seuils possibles d'émissions.
Et là, donc, le ministère consulte notamment l'INERIS et l'IFREMER à travers de la cellule ARC, analyse risque chimique, pour valider l'établissement de ces seuils. Et dans ce même guide, il y aura également une mise à jour du cadre réglementaire et technique relatif aux aires de carénage. Alors, et donc, on espère que ce guide va sortir cette année. Oui, et donc je voulais dire un mot aussi sur le REPOM, qui est un réseau de suivi de la qualité des sédiments portuaires. Ça me semble lié avec cette problématique des carénages. Madame Tourelle l'a indiqué tout à l'heure, on a une problématique de contamination des sédiments liée aux activités du bassin versant et aux activités sur le port. Et donc, notamment sur ces aires de carénage, on peut avoir des biocides qui se concentrent dans les sédiments portuaires. Et donc, ce réseau REPOM, c'est un réseau national qui est piloté par le ministère de la Transition écologique, qui est mis en œuvre par les services police de l'eau qui prélèvent des sédiments et par le CEREMA qui traite en fait l'ensemble des données et rédige les cahiers des charges avec les listes de contaminants à suivre notamment. Donc, ça permet d'acquérir de la connaissance sur les contaminations récentes des sédiments portuaires, sur beaucoup de contaminants qui peuvent être réglementés soit dans le cadre des opérations de dragage, mais aussi qui font partie des substances prioritaires européennes au niveau de la directive 4 sur l'eau ou de la directive 4 stratégie milieu marin. Donc, c'est un réseau qui est intégré au réseau de surveillance de la DCSMM depuis 2015. Toutes les données sont bancarisées sous Quadrige 2, qui est une base de données de l'IFREMER. Et donc, voilà, donc je voulais dire un mot sur ce REPOM, parce qu'on a fait un bilan des données entre 2010 et 2017, qui nous a permis d'établir les niveaux de présence des différentes substances prioritaires suivies et d'orienter le suivi en fonction de ces résultats. Et on a intégré de nouveaux contaminants, notamment en lien avec les carénages. Donc, on a intégré le suivi de l'irgarol ou cibutrine, qui peut se retrouver dans les effluents de carénage malgré le fait qu'il soit interdit dans les peintures anti-fouling. Et puis, on procède depuis 2021 à des campagnes tests d'analyse des microplastiques. Alors, ce n'est pas seulement les carénages, là, c'est beaucoup d'activités qui peuvent générer ce type de déchets. Mais voilà, donc ce réseau de surveillance nous permet également d'avoir une vision sur l'efficacité, notamment de l'équipement de ces aires de carénage avec des systèmes de traitement des effluents. Alors, je crois que j'en ai fini. Juste un dernier mot. Le CEREMA travaille également sur un recensement national des équipements de collecte des déchets portuaires. L'objectif, c'est aussi de créer une base de données et une cartographie qui sera mise en ligne sur Géolittoral. Et donc, on pourra avoir une vision des différents types de déchets collectés dans les ports, donc à la fois de plaisance, de pêche et de commerce. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je pense qu'on aura des réactions et des échanges. Et la cartographie est très intéressante aussi et pourrait l'être aussi pour les usagers. Juste une précision, est-ce qu'on peut télécharger, est-ce que sur la page du CEREMA où il y a le guide donc sur la cartographie des aires de carénage, on ne peut pas le télécharger en fait? Je crois que le lien a été renvoyé dans la discussion. Je l'ai renvoyé, mais on tombe bien sur la page de présentation, mais on ne peut pas le télécharger. Okay. D'accord, je vais vous renvoyer le lien parce qu'effectivement, il me semble que sur le site du CEREMA, il y a un souci, on n'arrive pas à le télécharger. Mais par contre, sur le portail Géolittoral, on peut le télécharger. Merci. Voilà. Bonjour Gildas. Bonjour. Merci d'être là. Donc, on va prendre un peu de hauteur pour
pour partir de la solution tech et envisager les choses de manière peut-être plus holistique face aux défis climatiques et énergétiques que nous connaissons. En termes de timing, on est pas mal. On devrait normalement finir autour de 15 heures. Donc, si on arrive à vraiment bien respecter le temps de cette dernière présentation, on aura le temps d'échanger. Voilà. Petite pression, Gilda, mais ça n'a rien de personnel. Hein. Ça n'a rien de personnel. Non, mais c'était Est-ce qu'on a trouvé Anne Fontaine, du coup? Oui, c'est bon. Ok, bon, on démarre direct. Alors, je vais commencer rapidement par me présenter. Donc, je suis consultant indépendant. Je travaille je m'intéresse globalement au rapport entre l'homme et la mer et donc, j'ai travaillé pendant 20 ans d'abord en bureau d'études sur différents types d'installations portuaires, de ports de plaisance, mais aussi de commerce, de pêche, et sur les risques littoraux. Et donc, depuis 3-4 ans, je m'intéresse plus aux ports de plaisance en particulier. J'aime bien cette matière parce que je la trouve assez malléable par rapport à d'autres installations portuaires. Et donc, j'interviens en tant qu'assistant à maître d'ouvrage ou sur des projets qui peuvent être concrets ou sur de la gouvernance de port notamment. Et donc là, récemment, on m'a demandé d'établir un guide pour la transition écologique des ports de plaisance, donc à l'attention des gestionnaires de ports. Donc, c'est suite à ça, notamment, qu'on m'a demandé d'intervenir. Donc, ce guide, il est encore en cours de production. Donc, il sera à un moment donné mis à disposition de manière plus large, mais il est vraiment destiné aux gestionnaires qui sont membres de la PPB. Donc, là, mes propos aujourd'hui, il reste vraiment, en fait, il n'engage que moi, en fait, hein, bien que je m'inspire de plusieurs éléments qui sont tirés de cette étude-là, c'est vraiment mes propres propos dont je vous fais part. Pour établir ce guide, je me suis associé avec la société qui s'appelle Costraten, qui est une société qui est basée sur le Pays de Lorient et qui est un cabinet de conseil qui accompagne sur l'économie et sur la transition écologique, soit des collectivités territoriales, soit des entreprises. Donc, en fait, je ferai référence à un moment donné à des contributions de Costraten avec qui je travaille sur ce guide. Voilà, donc on peut passer à la suite, s'il te plaît, Rachel. Donc, en fait, je voulais commencer par célébrer les nouveaux aventuriers de la transition écologique en la personne de Christophe Galtier du PSG. Donc, en fait, c'est une polémique qui est apparue là l'automne dernier où, en fait, en termes d'innovation, M. Galtier a proposé de transporter l'ensemble de l'équipe du PSG avec Kylian Mbappé en char à voile. Et en fait, quand on a parlé de cet élément-là, notamment quand on préparait la présentation avec Rachel, elle m'a fait part de ce record qui a été battu par le Team New Zealand. Et on a trouvé intéressant la mise en parallèle, en fait, dans le sens où donc là, ils ont réussi à battre le record de transport à la voile. Donc là, on est sur la Terre, mais avec des technologies qui sont proches de celles utilisées maintenant sur la Coupe de l'Amérique notamment. Et en fait, ils ont réussi à battre le record donc à la voile qui est dorénavant de 224 km/h. Donc la mise en parallèle me paraissait intéressante parce que en fait, on voit que déjà à l'image du PSG maintenant, suite à ce qu'on a vécu notamment l'année dernière en France et dans d'autres pays, on peut considérer qu'il n'y a plus personne qui est vraiment à l'abri maintenant et du fait de ne pas s'engager du tout vis-à-vis de la transition écologique. Et donc là, y compris le PSG. Et sur le fait aussi que des solutions type voile, transport vélique sont à la fois accessibles, innovantes et qu'on peut à partir de là réutiliser des solutions qu'on utilise depuis des milliers d'années pour les faire évoluer et les mettre au goût du jour. C'est en ça que ça me paraissait intéressant. Voilà, donc la demande à la base pour aujourd'hui, c'est surtout d'aborder les innovations au sens large. Mon propos, il va être décomposé en 4 parties. La première, c'est de mettre en lumière un exemple d'innovation. Après, dans un second temps, je vais aborder quelques limites qu'on peut trouver dans le fait de développer ces innovations. Et puis après, je rentrerai plus dans les bénéfices qu'on peut avoir à rentrer dans des approches systémiques. Et puis, je finirai par 3 facteurs clés qui sont intéressants pour mettre en œuvre la transition écologique dans les ports de plaisance. Donc, on peut avancer. Donc, premier point sur ces
innovation technologique. Donc, en fait, ça, c'est un schéma qui résume un petit peu les améliorations qu'on peut avoir, soit au niveau des combustibles, des carburants qu'on met dans les bateaux. Donc, il y a beaucoup de développement autour soit des carburants synthétiques, soit des carburants qu'on appelle les biofuels, qui sont constitués à partir de matières végétales. Et puis, on voit dans la partie basse, en fait, tu peux recliquer, Rachel, sur l'électrification aussi des bateaux. On a beaucoup de développement. On arrive maintenant à une maturité, en fait, sur beaucoup de technologies. Donc, on le voit avec notamment Temo, en bas à gauche, pour pouvoir rejoindre avec son annexe son embarcation principale, maintenant aussi avec les voiliers et avec également les bateaux motorisés. Donc, on voit qu'en fait, il y a une maturité qui arrive sur un certain nombre de bateaux. Donc, c'est intéressant. En fait, tu peux passer à la suivante. Pour accompagner ce déploiement, en fait, on a besoin, pour parler donc là particulièrement de la motorisation électrique, on a besoin de dispositifs qui permettent de recharger ces bateaux. Et en fait, comme ça s'est passé au niveau des voitures, on a eu besoin de rassurer aussi les pratiquants, les usagers, sur le fait qu'ils allaient se trouver des moyens de recharge. Donc, dans les ports de plaisance, on a déjà des bornes qui peuvent permettre des recharges lentes de certains types d'embarcations, donc elles ne sont pas trop puissantes. Et en fait, pour d'autres usages, on a besoin de faire appel à des systèmes de charge rapide. Donc là, ce fournisseur qui s'appelle Aqua Superpower propose ce type de dispositifs qui sont autofinancés d'ailleurs, qui peuvent être mis dans les ports. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, tu peux recliquer, Rachel, s'il te plaît, c'est qu'en fait, ils développent un dispositif bidirectionnel de rechargement des bateaux. En fait, c'est basé sur des technologies qui sont déjà matures dans le monde de l'automobile, comme plein de sujets dans le nautisme. On vient souvent dupliquer des technologies qui existent comme les moteurs notamment, qui viennent du domaine de l'automobile, qu'on transcrit retranscrit dans le domaine du nautisme. Et en fait, là-dessus, donc, ils développent une technologie qu'on appelle car to grid, c'est la voiture vers le réseau électrique. Et eux, ils essaient de développer sur le même principe, c'est qu'en fait, on connecte le réseau d'électricité qu'il y a sur le ponton avec les bateaux. Alors, dans le cadre de nos réflexions sur le guide, de notre côté, en fait, on réfléchit aussi, nous, à aller un peu plus loin. C'est dans une vision prospective plus lointaine, c'est d'aller utiliser aussi les dispositifs de production d'électricité qu'il y a sur les bateaux, notamment les panneaux solaires. Et auquel cas, en fait, comme on a peu de taux d'utilisation des bateaux, ce qui est intéressant, si on prend un port où il y a près de 1000 bateaux peut-être dessus, on va pouvoir en fait avoir la production qui vient d'une partie de ces bateaux qui va venir alimenter les autres bateaux. Et auquel cas, on a un système qui est vraiment intéressant, qui peut marcher, fonctionner en réseau. Et là, c'est en plus gagnant-gagnant, comme pour les voitures, c'est qu'en fait, quelqu'un qui a un bateau électrique a tout intérêt à garder un bon niveau de recharge de ses batteries. Et donc, il a intérêt en fait à être connecté à un réseau et de pouvoir soit recharger, soit se libérer une partie de son énergie s'il en produit. Donc, c'est vraiment des technologies intéressantes, mais qui requièrent encore d'évoluer. Voilà, on peut avancer. Voilà, juste pour finir sur ce point-là, donc là, vous voyez j'ai mis des liens, vous pourrez peut-être cliquer pour aller voir des vidéos plus tard, pour éviter que ça ne prenne trop de temps. Ce qui est intéressant, ce qui ressort de ce projet donc, qui est anglais sur ce réseau Boat to Grid, c'est qu'en fait, on voit vraiment la manière dont ils sont organisés pour monter ce projet. Donc là, on voit, c'est une copie d'écran au niveau de la vidéo, où à gauche, on a la collectivité locale qui est en charge du réseau électrique. Après, on a quelqu'un qui produit des bateaux. Après, on a le développeur et puis on a l'université qui est impliquée. Donc, c'est vraiment révélateur et ça illustre bien le propos que je veux avoir aujourd'hui sur le fait que pour arriver à rentrer dans des projets qui sont vraiment un peu disruptifs et il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table, un maximum d'acteurs pour pouvoir avancer et s'intéresser à toutes les parties du puzzle. Voilà, on peut avancer. Donc, j'ai montré une première innovation qui parle de motorisation électrique et du réseau qui est à mettre en face pour pouvoir alimenter ces bateaux électriques. Après, les limites maintenant par rapport à ces dispositifs. Donc, il y a actuellement, on vit en fait une forme d'accélération. Là, je pense que les gens qui sont aujourd'hui, qui suivent ce webinaire sont tous bien au courant, mais je vais quand même revenir sur 2-3 éléments clés qui, pour moi, justifient d'avoir des approches différentes. La première, c'est sur le dépassement des limites planétaires. Donc là, en l'espace de quelques années, on était jusqu'à présent seulement à 4 limites planétaires en 2021. On a passé en 2022 2 limites planétaires supplémentaires. Donc, on voit vraiment qu'il y a une forte accélération au niveau de ces limites-là.
Et puis lundi, on peut passer à la suite, Rachel, s'il te plaît. Lundi, on a eu un nouveau rapport du GIEC, donc c'est un rapport de synthèse, mais il y a quand même des éléments, et un tout petit peu plus encore, il y a un autre clic. Il y a eu, donc qui ressort de ce dernier rapport, le fait que toutes les stratégies en fait, qui avaient été, donc, sur la base des anciens rapports du GIEC, en fait, on misait sur le fait de viser de rester sous les 1,5 degré de réchauffement global au niveau de la planète. Et on sait, d'après ce dernier rapport, qu'en fait, ce réchauffement, il va être effectif d'ici 2030-2035. Et qu'en fait, pour arriver à réduire de manière drastique les conséquences du dérèglement climatique, il faut vraiment s'en emparer sous 10 ans, en fait. Sous 10 ans, il faut arriver vraiment à s'emparer du sujet. Donc, ça redonne, et sinon, on voit en fait par la courbe rouge là, qui est indiquée ce qui se passe si on continue de rester dans les politiques actuelles. Voilà, donc ça sont les principales limites un peu planétaires. Après, si on rentre plus particulièrement sur le domaine de la plaisance, 2 points là, qui ressortent sur cette page-là. En haut, en fait, on voit, alors, ça date un petit peu, c'est de 2018, mais on voit un peu l'ancienneté des bateaux, ça a déjà été abordé tout à l'heure, et le fait qu'à l'époque, en 2018, on voit qu'on avait près de 80% de la flotte qui avait plus de 20 ans d'ancienneté. Donc, en fait, si on ramène par rapport à ces 10 ans que je viens d'évoquer, on se rend compte que même s'il y a des technologies qui deviennent hyper intéressantes et matures dès aujourd'hui, et ben en fait, si on se dit que d'ici 2030, il faut avoir réglé le sujet, il va avoir vraiment s'emparer de manière importante du sujet, on se rend compte qu'en fait, il y aura une part vraiment très importante de la flotte qui n'aura pas été impactée forcément, ou alors on arrivera à le faire si on va sur du rétrofit, qui a été évoqué tout à l'heure, et du refit. Mais voilà, des solutions qui se basent sur le fait d'aller sur des supports complètement nouveaux ne vont pas être de nature à vraiment s'emparer du sujet à l'échelle suffisante. Le point qui est en bas, c'est par rapport à une autre limite aussi dans le fonctionnement, notamment fonctionnement de la plaisance au sens large. En Bretagne, d'après des chiffres qui datent aussi un petit peu, mais qui donnent un peu les ordres de grandeur, c'est qu'on a en fait 65% des postes qui seraient sur bouée, sur corps mort, et le reste étant soit sur ponton, soit en port à sec, sur le périmètre de la Bretagne. Et donc, en fait, on se rend compte qu'aussi le dogme qui a été retenu au niveau de la motorisation des voitures, qui est de passer au tout électrique, ne se fera pas, puisque de toute façon pas dans les stratégies, mais il a de grandes limites sur le fait d'y passer pour la plaisance, dans le sens où une grande partie des bateaux ne sont pas connectés facilement à un réseau, et les capacités de production en fait sont limitées quand même sur les bateaux. Donc ça, c'est un autre aspect qui fait que ce sera difficile de passer à un système tout électrique, et c'est pour ça aussi qu'il y a une multiplicité de solutions qui sont envisagées. On peut passer à la suite, Rachel. Donc, sur le dernier point, donc ça a été, je crois, aussi évoqué un peu rapidement à un moment donné, sur l'empreinte carbone en fait, du tourisme au sens large, si on y intègre la plaisance, on voit en fait que la part liée à la mobilité dans le parcours global des plaisanciers ou des touristes, en fait, la mobilité joue pour 77% du bilan des gaz à effet de serre. Donc, en fait, pour rappeler le fait que c'est essentiel de prendre en compte l'ensemble du parcours d'un plaisancier, on va dire, pour bien considérer l'ensemble de son impact. On peut avancer. L'approche systémique, dont le principe, c'est d'avoir une approche globale qui s'intéresse aux différents éléments qui constituent un système et aux interactions entre ces éléments. Donc, on peut avancer sur la suite. Donc, le premier point, c'est comment est-ce qu'on peut traduire ça en fait par rapport aux enjeux de transition écologique. Le premier, c'est lié au fait qu'on a une urgence et qu'il est essentiel du coup de vite mettre en œuvre des solutions pour arriver à résoudre le problème. Le deuxième point, c'est que c'est essentiel d'établir des diagnostics, donc ce qui se fait déjà dans le cadre de Port Propre, mais d'élargir ces diagnostics en fait aux enjeux notamment climatiques, énergétiques, de manière plus poussée que ce qui n'est fait actuellement, et aussi de mettre de l'énergie sur le fait de bien identifier les dépendances qu'on peut avoir sur l'exploitation d'un port et le système dans sa globalité, de manière vraiment à agir sur tous ces constituants. Et à partir de là, on peut établir un plan d'action. Et dernière ligne en bas, c'est un rappel sur le fait que là aussi, c'est peut-être pas assez fait encore dans les ports actuellement, c'est vraiment de s'inscrire dans ces stratégies pluriannuelles que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux stratégies européennes et françaises, parce que, en fait, soit sur la biodiversité ou le climat ou d'autres sujets, c'est que c'est vraiment capital dans le fait d'avoir cette grille de lecture pour pouvoir, en fait, monter des projets et pour pouvoir avoir des financements.
c'est aussi un élément capital par rapport à l'acceptabilité des solutions qu'on met en œuvre. Dans le monde de la plaisance, on essaie vraiment aussi de rester dans une… On sait que ça a été dit tout à l'heure aussi par David Rontet sur le fait qu'on est dans des pratiques qui sont où on vient plutôt sur du lâcher-prise, sur du plaisir, de l'amusement, et en fait, c'est pas opportun d'aller venir et commencer à taper sur la tête des gens pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile quand même si on réexplique le cadre et les enjeux, et dans ce cas-là, il y a plus d'acceptabilité. Voilà, on peut avancer. Sur un des exemples là, sur la manière dont ça peut se traduire, donc ça c'est issu d'un bilan carbone qui a été fait par Costraten sur des ports de plaisance et qui sont sur Brest, en fait, où on voit en fait les différentes parties. Bon, je vais aller un peu vite pour pas glisser trop sur le temps, mais on voit au cœur en fait les émissions directes d'un port de plaisance, et puis en fait ce qu'on appelle après les scopes, les émissions indirectes qu'on peut avoir. Donc là on voit notamment apparaître ce que j'évoquais, les domiciles entre soit le domicile et le travail pour les salariés, ou alors pour les pratiquants. On peut passer à la slide suivante. Sur cette page-là, on voit en fait de manière un peu synthétique aussi la manière dont on peut retrouver une organisation et un système d'un gestionnaire de port de plaisance. Juste pour là aussi aller un peu vite, mais juste pour montrer que ça peut permettre d'identifier en fait les chaînes de responsabilité et de voir comment est-ce qu'on peut en fait arriver à travailler sur un sujet qui peut être soit la qualité de l'eau, les ressources en eau, l'énergie ou autre, avoir à répliquer en fait une stratégie qui doit être forcément concertée, intégrée, plutôt qu'un seul de ces éléments, un seul de ces acteurs se dise du jour au lendemain, moi je vais être irréprochable. On voit bien qu'il va tout de suite se confronter à des problèmes contractuels ou financiers, de modèle économique, et l'enjeu il est de trouver vraiment une cohérence et dans des approches qui soient vraiment à l'échelle du système. On peut avancer. Sur le fait d'inscrire après son action dans le temps long. Donc, ah oui, juste, pardon, je vais aller un peu vite pour gagner du temps, mais juste quelques exemples aussi, si tu peux revenir juste à la slide d'avant. Et ça répond un peu à des questionnements qu'il y a eu aujourd'hui sur les eaux grises noires. Dans le cadre des questionnaires et des réflexions qu'on a dans le guide pour la PPB, il est ressorti des exemples intéressants sur l'utilisation des eaux grises noires. Donc, en fait, il y a plusieurs, il y a le port notamment de 5A et je crois aussi de la Compagnie des ports du Morbihan qui ont mis en œuvre des solutions que je qualifierais plus de systémiques. C'est qu'en fait, de manière à pouvoir, moi-même, j'étais agent de port pendant 6 mois, donc j'ai bien vécu ce qui a été évoqué sur la faible utilisation des systèmes de récupération eau grise noire. Et en fait, une des solutions qui est trouvée, c'est là de prendre un peu de hauteur et de se dire peut-être qu'il y a une manière de favoriser l'usage de ces dispositifs avec des systèmes de cartes. Et à chaque fois qu'on utilise le dispositif, on a un nombre de points qui tombent sur la carte, et en fait, ça permet après d'avoir accès à des services portuaires qui sont à coût réduit. Donc ça, c'est intéressant si on réfléchit à l'échelle d'un port, mais après, si on étend un petit peu à l'échelle d'une région, ça devient vraiment intéressant puisque les bateaux sont mobiles. Et puis voilà. Et puis donc, je vais passer vite, on reviendra si besoin. Après, donc comme on inscrit son action dans le temps long, premier point, c'est vraiment sur le fait de se dire qu'on est globalement dans un contexte qui est en mutation et en fait permanent. Donc, il faut forcément s'ajuster par rapport à ces sujets. Tu peux avancer, s'il te plaît, Rachel. Et en fait, une des méthodes qui est bien connue, c'est la route de Deming, c'est vraiment de bien planifier, agir, vérifier comment son action, si son action est efficace et s'adapter. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et comme ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est essentiel de bien mesurer avec des objectifs, de se fixer des objectifs par rapport notamment à son empreinte carbone. Et en fait, actuellement, il y a des agglomérations, il y a par exemple, un seul point de distribution de carburant à l'échelle d'un certain nombre de ports. Et je sais que les remontées, notamment des consommations de carburant, ne sont pas forcément faites à l'échelle du territoire. Donc, il y a parfois, c'est en fait les ports sont parfois, les consommations dans les ports, les empreintes carbone sont des espaces qui ne sont pas forcément regardés et intégrés à l'échelle des stratégies locales sur les émissions gaz à émissions de effet de serre. Tu peux avancer encore. Alors, quelques logos qui étaient là pour le fait que c'était important de célébrer pour moi aussi ces solutions et ces avancées. Et je voulais revenir aussi, mais il y a des personnes du CEREMA qui sont là aujourd'hui, mais pour dire qu'aussi c'était essentiel dans ces améliorations, ces solutions qu'on peut choisir, d'aller vers des solutions qui apportent de la résilience. Donc, notamment, il y a
suite à la sécheresse, il y a des aires de carénage qui ont dû s'interrompre. Il y a le coût de l'énergie, il y a eu beaucoup d'impact aussi. Donc, toutes ces solutions-là, de sobriété, notamment sur l'énergie, sont des solutions qui peuvent rendre aussi les ports plus résilients. Donc, ça me paraît important aussi de favoriser ces solutions-là plutôt que d'aller forcément chercher des nouvelles solutions. Voilà, on peut avancer. Pour terminer, en fait, sur l'importance avant-dernier point, donc sur l'importance du collectif dans ces approches de l'humain, de l'imaginaire. Donc, en fait, souvent, en fait, les ports ne sont pas abordés parce qu'on sous-estime la part qu'ils représentent. On dit, si on est un politique, on va s'intéresser d'abord aux transports, aux industries, à l'agriculture, aux bâtiments, et les ports paraissent être un sous-sujet. En fait, mon point de vue, c'est qu'ils peuvent, comme ça a été dit en introduction, après 10 millions des Français qui pratiquent ces sports-là, ils peuvent être un moteur, un vecteur important pour aller vers de la transition. Et aussi, les ports sont des endroits où, en fait, on est au croisement d'un certain nombre d'enjeux. Et c'est vraiment intéressant d'aller explorer, expérimenter des nouveaux systèmes dans ces espaces-là. On a des enjeux de mobilité, des enjeux aussi d'environnement, d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est vraiment des espaces qui peuvent servir aussi de moteurs et qui sont aussi des espaces d'attractivité. Donc, ça me paraît essentiel aussi que les territoires s'en emparent de ces sujets parce que c'est leur attractivité qui est en jeu. Et puis, quelques illustrations en dessous, mais je vais peut-être passer vite, mais pour dire qu'il y a des événements qui s'intéressent à ça. Et les imaginaires, donc en fait, pour dire aussi, si je reviens sur l'histoire du PSG, c'est qu'en fait, ça paraît, pour à l'époque, ça paraissait être super rigolo de prendre la voile comme étant quelque chose qui était à des lustres de l'avenir, du sens qu'on pouvait amener au fait de se déplacer. Dans le monde maritime, on part de cultures qui viennent de là, en fait. Donc, ça me paraît vraiment essentiel, plus facile dans ces domaines-là de revenir à ces éléments-là et de se baser notamment sur le transport à la voile. On a vu des événements comme le Vendée Globe, qui ont été un des événements les plus médiatiques en 2020. Donc, tous ces événements sont vraiment capitaux et structurants pour essayer de porter de nouveaux imaginaires autour de ça. Et donc, point final sont les financements. Donc, j'en terminerai là-dessus. Donc, sur les financements, en fait, tu peux passer à la page suivante. Donc, il y a un grand nombre de financements actuellement dans un contexte quand même où il y a une prise de conscience très forte et une pression naissante au niveau à la fois des usagers, au niveau des citoyens au sens large. Donc, il y a un grand nombre de types de dispositifs. Donc, c'est important au niveau pour moi, des gestionnaires de port d'établir une veille. Donc, il y a notamment le site Aide Territoire qui permet d'assurer cette veille-là sur un grand nombre de dispositifs. Et c'est important aussi d'anticiper les dispositifs. Là, on l'a vu avec le CRMA. Moi, j'ai accompagné deux projets sur les bases nautique d'avenir. En fait, on avait un délai très, très court. Donc, c'est important de penser aussi à l'échelle de son écosystème, de bien le comprendre, de se rapprocher des autres acteurs, des autres parties prenantes et de construire ensemble des projets, même sans attendre des dispositifs, parce que le jour où ils sortent, il y a un temps très court. Et de construire des projets avec eux, avec l'ensemble des parties prenantes. Et aussi ne pas hésiter en fait à aller chercher des aides qui peuvent être des sociétés, des consultants comme je suis, ou d'autres acteurs ou les concédants pour pouvoir monter ces projets-là, parce que souvent c'est les limites premières qui sortent. Donc c'est le financement et deux, la capacité technique à y répondre. Voilà. Et d'ailleurs aussi, il y a des plans comme France Nation Verte qui intègrent des dispositifs d'aide au montage des offres, ce qui est important. Voilà, et puis bon, je vais finir là. Et tout dernier élément qui me paraît aussi important au niveau des financements, c'est qu'en fait, souvent aussi, on ne s'est pas bien rappelé au niveau des décideurs, des politiques, au niveau des territoires, qu'en fait, ça génère des flux financiers qui sont vraiment importants. À titre d'exemple, avec des financements du CEREMA qui montent parfois à 60%, ce qui est important à faire comprendre à l'échelle d'un territoire, c'est que si on arrive à accéder à plusieurs financements de ce type-là, CEREMA ou autre, en fait, on arrive vraiment sur, par exemple, 100 000 euros qui sont mis sur un projet, on va avoir 150 000 euros qui vont arriver de l'extérieur du territoire. Donc, ça génère vraiment des flux et des effets de boost sur une économie. Ça fait tourner l'économie locale et c'est vraiment important à faire comprendre à des échelles de territoire un peu plus larges. Voilà, j'ai terminé. Pardon, j'ai peut-être glissé un peu. Merci beaucoup, Gilda, et merci pour ces éléments très intéressants. Donc, pensée globale, agir local et en réseau pour construire le monde de demain avec tous les financements disponibles. Et bravo pour ce finish, pour le sprint final, pour rester dans les... J'espère que c'est resté audible quand même. Non, c'était très bien. C'était très bien. Bravo. Donc, je vais laisser la parole à Anne Fontaine du CEREMA et qui va nous parler donc, des appels à projets port de plaisance et bases nautiques d'avenir.
Oui, bonjour à tous. Donc, Anne Fontaine, je suis directrice de projet sur les 2 projets Base nautique d'avenir et Port de plaisance d'avenir. Alors, la transition était toute faite, hein, donc je vais embrayer tout de suite, puisqu'on a parlé de financement et il s'agit bien d'un dispositif, effectivement, de financement au bénéfice donc, des ports de plaisance maritimes et des bases nautiques. Peut-être, Rachel, la diapo suivante. Et en fait, ça va être court. J'ai une seule diapo. Hein. L'objet n'est pas de vous présenter voilà, l'intégralité de ces dispositifs, d'autant qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent, je pense, mais juste de vous rappeler un petit peu la philosophie et puis le bilan au bout de 8 mois d'activité. Donc, le contexte et la philosophie de ces dispositifs, hein, on se place dans le cadre du plan de reconquête et de transformation du tourisme Destination France. Donc, l'idée, c'est de conforter la place de la France en tant que destination touristique durable mondiale et de faire monter un petit peu en gamme les structures d'accueil de tourisme, mais dans le cas qui nous intéresse, également des structures en fait qui fonctionnent tout au long de l'année ou en tout cas au moins 6 mois dans l'année et qui font vivre vraiment le territoire. Ce plan a été présenté par le Premier ministre fin 2021, donc effectivement on est dans un exemple de financement voilà, qui a une temporalité, hein, ça a été présenté en 2021, on a pu le mettre en place premier semestre 2022 et vraiment opérationnel mi-2022 pour des activités qui doivent se réaliser avant fin 2025. Donc, il y a vraiment une temporalité précise. Par contre, il y a des montants conséquents hein, à l'échelle du plan tourisme, 2 milliards d'euros, et on va le voir à l'échelle de la mesure qui nous intéresse aujourd'hui, hein, port de plaisance et base nautique, un montant de 30 millions d'euros au bénéfice de ces structures. Le pilotage, alors je rectifie, j'ai une chose, ce n'est pas l'argent du CEREMA, c'est bien l'argent de l'État, du gouvernement et plus spécialement du secrétariat qui nous est délégué par le secrétariat d'État chargé de la mer, hein, qui est le pilote de ces mesures. Le CEREMA est chargé de sa mise en œuvre avec l'appui de l'École nationale de voile et de sport nautique. Hein, donc notre collègue David était un des collègues qui travaille avec moi sur le sujet pour la mesure base nautique d'avenir. Pour chacun des dispositifs, on s'est vraiment efforcé d'être au plus près à la fois des enjeux du plan tourisme et des gros enjeux, je dirais, de l'écosystème qui nous ont été rappelés ce matin, hein, notamment par Monsieur Carnez. Donc, on s'est efforcé d'être au plus près de ces enjeux et au plus près également des besoins des acteurs et également des financeurs qui avaient déjà l'habitude d'intervenir auprès de ces structures. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place des comités consultatifs un petit peu pléthoriques, hein, enfin assez nombreux en tout cas sur chacune des 2 mesures, pour consulter voilà, les acteurs et les autres financeurs et articuler au mieux cette mesure avec les autres. Et sinon, on a un comité de pilotage, voilà, ça c'est très, très classique, plus ministériel avec le secrétariat d'État chargé de la mer donc en présidence. Ce qu'il faut retenir sur ces dispositifs, hein, que ce soit port de plaisance ou base nautique, c'est qu'on a imaginé justement en consultant les acteurs 2 dispositifs qui se veulent complémentaires. Hein. Un qui est assez facile d'accès, c'est celui qu'on a appelé au fil de l'eau, qui est un dispositif destiné à financer des activités, alors on a mis vertueuses pour faire court, grosso modo c'est essentiellement dans le domaine de la transition écologique, qui sont assez bien pré-identifiés, cadrés, et où il y a une instruction qu'on essaye de faire tout au long de l'année, même si je l'admets, on a eu un petit retard en 2022, une petite surcharge en 2022, et des montants de subventions qui sont peu élevés, mais quand même conséquents. Hein. Si on regarde, hein, ça peut aller jusqu'à 100 000 euros par dossier pour les bases nautiques et 150 000 euros par dossier pour les ports de plaisance, un dossier pouvant comprendre plusieurs activités. Alors, les thématiques en fait de ces dispositifs, hein, ce sont les thématiques, je vous l'ai dit, de la transition écologique essentiellement. Donc, si on prend l'exemple des ports de plaisance, on retrouve le sujet. Alors, c'est pas vraiment un hasard en fait. On retrouve toutes les thématiques de la certification port propre. Hein, donc, très clairement, je dis c'est pas un hasard parce que dans notre comité consultatif, bien évidemment, la Fédération française des ports de plaisance était présente et voilà. Donc, on retrouve les études environnementales qui sont finançables, la lutte contre la pollution des eaux, avec notamment le poste aire de carénage, le poste collecte et gestion des effluents de navires au gris-eau noir. On retrouve les thématiques d'économie des ressources naturelles, que ce soit l'eau ou l'énergie, les thématiques de décarbonation des activités, pour les navires de servitude, j'entends,
de production d'énergie à partir de ressources renouvelables et également de biodiversité. Donc, pour les bases nautiques, on retrouve à peu près les mêmes thématiques. On aura en plus les questions de pénibilité du travail que l'on peut retrouver en fait dans ce dispositif de fil de l'eau. Donc, c'est vraiment un dispositif, vraiment, j'insiste, simple. Hein. Voilà, c'est une saisie de dossier sur une plateforme. À part avoir le numéro SIRET de son organisme, le reste est relativement simple. Et vraiment, quand vous rentrez dans les thématiques, normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Le dispositif d'appel à projet, lui, s'adresse à une autre catégorie de structures. Hein. C'est vrai que là, ça demande quand même un moyen quand même. Ça s'adresse déjà à des structures qui ont des projets ambitieux, plus de 300 000 €, donc ce n'est pas toutes les structures. Et ça vise vraiment des projets exemplaires d'aménagement, de modernisation et d'accélération en fait, de la transition écologique de la structure. Donc, les activités qu'on vise ici sont plus diversifiées. Elles visent aussi bien la transition écologique, donc les mêmes thématiques que celles que j'ai citées, mais également les bâtiments, également les accès à l'eau, les infrastructures portuaires, si on parle des ports, les voies d'accès, si on parle des ports également. Et c'est un processus sélectif, donc on va mettre les dossiers en concurrence les uns par rapport aux autres et on va les juger à l'aune d'un certain nombre de critères qui sont les enjeux du plan tourisme et grosso modo les enjeux dont a parlé M. Carnet ce matin, les enjeux de modernisation, de services, mais également de lien ville-territoire, d'accueil, voilà, et de transition écologique. Donc, grosso modo, encore une fois, il y a des différences entre port de plaisance et base nautique, mais je vous invite vraiment, hein, il y a 4 règlements d'intervention, hein, donc je vous invite vraiment à les consulter, je vous donnerai les liens plus tard. Dernière chose, donc là, les montants de subvention sont plus importants, 800 000 pour les bases nautiques, potentiellement 1 million pour les ports de plaisance. Et pour ce qui est de l'appel à projet, point très important, donc la date limite, c'est très bientôt. C'est en fait le 15, alors il y a une erreur sur cette diapo, excusez-moi, c'est le 15 mai, je vous rassure, pour les bases nautiques, et le 15 avril, par contre, pour les ports de plaisance. Donc vraiment très bientôt. C'est possiblement le dernier appel à projet de ce type, hein, aussi bien pour les bases nautiques que pour les ports de plaisance. Donc voilà. Par contre, le dispositif Île de l'eau, lui, est amené à durer un petit peu plus dans le temps. Un petit mot, et c'est dernière diapo, mais dans laquelle vous aurez les liens, et puis un petit mot simplement pour vous donner quand même un petit bilan chiffré simplement de ce que l'on a pu financer pour voir qu'il y a une demande. Hein, il y a vraiment une appétence évidemment des structures sur ces dispositifs. Sur les ports de plaisance, le premier appel à projet de 2022 nous a permis de valider 6,3 millions d'euros de subventions. Donc, c'est conséquent sur un total, sur un montant d'activité de 26 millions d'euros. Donc, voilà, c'est un pourcentage qui est quand même intéressant et on voit qu'il y a vraiment une appétence de ces structures. Et au fil de l'eau, on a réussi à valider également 1,5 million de subventions en 2022 pour à peu près 29 dossiers. Donc, une demande, effectivement, et demande, on peut le signaler, qui est souvent générée par la certification port propre. Hein, voilà, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que le fait d'être engagé dans une démarche de certification et d'avoir évidemment un plan d'action global, ben, ça permet au port de plaisance d'avoir voilà, un certain nombre d'actions qui sont prêtes à être déposées. Sur les bases nautiques, on a constaté, alors, on l'a démarré un petit peu plus tardivement, donc voilà, le bilan du coup n'est pas aussi impressionnant, mais quoique tout à fait intéressant vu l'époque à laquelle ça a démarré, mais on a quand même 500 000 euros de subventions a priori en 2022 sur du fil de l'eau pour une douzaine de dossiers acceptés. Par contre, on voit qu'il y a un manque pas de professionnalisme, mais ce sont des structures qui sont moins nombreuses, qui ont moins l'habitude de faire appel à ce type de dispositif, et clairement, voilà, il y a souvent un besoin d'aller rechercher des pièces complémentaires. Sur l'appel à projet, on a eu 2 lauréats et 2 en stand-by pour des montants de subvention. Donc, pour l'instant, 700 000 euros de subvention sur les 2 lauréats, mais potentiellement 1 million de subventions de plus si les 2 dossiers qui sont en stand-by finissent par aboutir. Voilà ce que je voulais. Et on accompagne également des actions collectives. Et on a eu le plaisir d'accompagner la Fédération française des ports de plaisance sur la normalisation ISO internationale de la certification port propre. Voilà, très rapidement.
Donc, Merci. toutes les informations, hein, voilà, vous avez les liens, vraiment tout est là. Il ne s'agissait pas de faire une présentation exhaustive. Merci beaucoup et bravo d'accompagner ces initiatives de changement, on va dire, et qui ouvrent beaucoup de possibles, hein, quand même. Hein. On voit beaucoup d'émulation autour de ces appels à projets. Donc, tous les intervenants sont regroupés. Je crois qu'on a grignoté la pause gentiment, mais on va quand même se laisser le temps de quelques questions et de discuter un petit peu, sans quoi c'est trop frustrant. Et puis, on se laissera peut-être quelques minutes de break et puis on enchaînera avec la 4e table ronde. Tout le monde est revenu. Vincent, est-ce que tu avais des réflexions et des questions de ton côté? Ouais, bah, là, peut-être un petit bilan. Il y a eu quand même pas mal de discussions en parallèle des interventions, avec peut-être 2 points. Un sur l'existence de documentation, de bases de données. Je pense à REPOM, au livret sur les activités de carénage. Donc, on voit qu'il y a des choses qui existent. Donc, peut-être ce qu'il y a encore et toujours à faire, c'est de bien diffuser toutes ces infos auprès des utilisateurs. Ça, je sais que c'est pas si évident que ça. Et autrement, peut-être, il y avait un certain nombre de questions sur l'innovation. Ça doit forcément s'accompagner d'études réglementaires en amont. Et il y avait une question sur existe-t-il des ACV, entre autres, pour les solutions à base électrique. Donc, sur l'innovation, peut-être, est-ce que des gens peuvent rebondir? Ouais. Voilà, je peux intervenir parce que au niveau des overboats, nous, ça a été évidemment dès le montage du dossier. Bon, en plus, on est appuyé au niveau institutionnel, d'abord par l'université, ensuite par des structures publiques, French Tech, BPI, on a eu pas mal de labels. Donc, on a regardé ça tout de suite et en fait, j'allais dire, la bonne surprise, ça a été que la réglementation française en matière d'engins à foil est même en avance au niveau réglementaire sur le plan européen, puisqu'on a la division 245 qui s'applique à tous les engins à foil. Et alors, quand je dis engin, c'est bateau, c'est pas les planches. Hein, je ne parle pas d'engin de plage, je parle de bateau, puisque nous, on est immatriculé. On n'a pas besoin de permis, mais on a quand même un bateau de plus de 2,50 m, donc il est immatriculé. Et donc, c'est une catégorie franco-française qui s'appelle hydroptère et qui permet d'avoir la certification. Et donc, il n'y a pas de problème au niveau réglementaire sur ce plan-là. Sur ce qui est de la CV, c'est moins facile. En tout cas, nous, à notre niveau, on a sollicité l'ADEME qui est prêt à nous soutenir. Bon, on avait d'autres priorités pour l'instant. Nous, on a fait des bilans carbone, comme je l'ai dit tout à l'heure, en comparant avec un jet ski sur 5 années, y compris la fabrication totale du bateau, c'est-à-dire pour nous les batteries. Et c'est là où on a vu qu'on avait un écart. Donc nous, sur 5 années d'utilisation, ça fait à peu près 2000 kg équivalent carbone, et un jet ski, ça fait 38 tonnes équivalent carbone sur 5 années, à même vitesse et à même durée d'utilisation, je tiens à le préciser. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Sur les points qu'évoquait Vincent, d'autres réactions? Oui, moi, je voulais réagir sur plusieurs choses déjà. Donc, pour le travail avec le CEREMA sur les aires de carénage, nous avions joué d'un timing qui était malchanceux, et Julie Droit s'en souvient, c'est que bon, il y avait un timing très serré et il avait fallu envoyer l'information au port au mois de juillet, donc très faible taux de réponse, hein, et encore, il a fallu vraiment ramer pour avoir 25%, parce qu'il y avait des résultats à rendre au mois d'août. Donc, j'invite tous les services de l'État et les services qui travaillent avec eux, quand vous avez des enquêtes à faire sur les ports, c'est d'octobre à avril. Hein. Après, franchement, ça devient une galère sans nom et sans faux jeu de mots. Voilà, donc ça, voilà ce qui explique parfois des très faibles taux de réponse. Et donc, si on a à refaire quelque chose, ce serait bien de le faire dans ce timing-là. En ce qui concerne les peintures non autorisées, oui, nous on constate ça aussi, mais là aussi on en appelle aussi au service de l'État.
de voir où est-ce que ça se vend, pourquoi c'est vendu à des particuliers, etc. Moi, sur les aires de carénage, je n'ai pas des experts qui ont les yeux laser pour savoir la composition des peintures, hein. Donc, il y a un moment, là aussi, il faut aussi voir ce qui se passe et que les systèmes de contrôle soient mis en amont. Voilà. S'il y a des réflexions sur les produits en sortie d'aire de carénage, nous souhaiterions y être associés. Ce serait bien parce que des réglementations qui arrivent comme ça, sans qu'on ait pris le pouls de la profession, sont ensuite très problématiques et pas acceptées. Donc, ce serait bien qu'on soit associé à ces réflexions. Ensuite, je passe sur l'intervention de M. Galin. Écoutez, vous avez donné l'illustration de ce que je disais dans mon propos précédent, c'est que parfois on a des porteurs de projets qui sont très ambitieux et là sur la borne électrique à recharge rapide, il y a beaucoup d'ambition, seulement le modèle économique qui nous est proposé, eh bien, il n'est pas réglementaire et donc les AOT, on ne peut pas leur donner le temps d'AOT qu'ils souhaitent, on ne peut pas leur donner la préemption sur l'ensemble des quais qu'ils souhaitent. Donc, c'est un peu dommage. Et ensuite, sur l'électricité, tout ça est très bien. Néanmoins, nous, pour avoir fait une étude sur la transition énergétique des ports avec le bureau d'études OTIS, et je sais qu'il y a un de ses représentants, je l'ai vu dans les participants, il faut savoir aussi d'où vient cette électricité, parce qu'en ce moment, on voit bien qu'on a un problème d'électricité carbonée. Et en plus, il ne faut pas voir aussi, ce n'est pas forcément le Graal, parce que le prix de l'électricité étant tellement élevé en ce moment, que selon l'usage qu'on en a, ce n'est pas forcément une plaisance à la portée de tous aussi. Donc, je voulais revenir là-dessus. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé le côté humain parce que ce matin, je ne voulais pas détailler, mais c'est quelque chose qui existe de manière très forte dans la certification port propre parce que c'est aussi un management partagé qui permet vraiment une cohésion d'équipe et qui existe encore plus fort dans la certification port propre actif en biodiversité, où effectivement, il est demandé à l'ensemble des usagers du port, à l'ensemble de l'équipe portuaire de partager ses ressentis, ses envies, ses innovations en matière de biodiversité, de protection, de restauration, etc. Et je pense que cet aspect humain, parfois, on a tendance à le gommer par rapport à la technique. Or, c'est au moins aussi important. Voilà, merci pour ce retour. Et bien sûr, un grand merci au CEREMA et à Anne Fontaine, mais elle le sait parce que nous y avons travaillé ensemble et depuis au moins 2 ans sur ce sujet-là. Donc, un grand merci pour Port de Plaisance d'Avenir qui permet effectivement le déploiement de bon nombre de projets. Merci beaucoup Véronique, merci pour ces réactions, ces précisions tout à fait utiles, notamment en termes de collaboration avec les services de l'État et sur différents points pour mieux travailler ensemble. Merci aussi pour ces réflexions sur l'élément humain. C'est vrai que du coup, on se rend d'autant plus compte que l'intervention ce matin sur l'agent portuaire passeur de valeur nous manque d'autant plus. Et on sait bien qu'effectivement, dans le cadre de la certification port propre, il y a beaucoup de formations, beaucoup de rencontres et beaucoup de choses qui sont transmises par la suite. Vincent, est-ce qu'on avait d'autres points à évoquer selon toi? Sinon, je pense qu'il est raisonnable de passer à la dernière table ronde. Nous avons si je peux, Rachel, me permettre de rebondir sur un point, juste il y a un grand enjeu qui est récurrent dans la filière nautique, c'est aussi de trouver des personnes qui veulent bien y travailler. Et en fait, là, je crois que c'est un sujet récurrent aussi au niveau dans l'exploitation des ports, mais aussi dans toute la filière nautique. Et aussi en fait, le fait d'adresser ces sujets-là, de s'emparer des sujets de transition, ça me paraît aussi capital pour que les gens qui veulent s'y investir y trouvent du sens aussi. Donc, en fait, je pense que si on le voit dans plein de domaines, mais si on ne propose pas aussi des emplois et qui ont aussi ce point de vigilance-là, on aura peut-être du mal aussi à recruter des gens pour aller dans ces filières d'autant plus, quoi. Donc, c'est aussi un enjeu d'avoir des gens pour aller dans ces filières. Et je complète en prêchant pour ma paroisse qu'il faut aussi faire des formations qui intègrent cette dimension-là, des formations au métier du nautisme.
Donc, je rebondis à nouveau sur ce que disait mon collègue Christophe ce matin sur la licence pro nautisme et métier de la plaisance, dont tu peux parler, Gildas. Enfin, non, tu ne vas pas en parler parce qu'on n'a pas le temps, mais dont tu pourrais parler puisque tu l'as suivi ou tu es passé par là. Voilà. Donc, bah oui, les filières de formation, c'est évidemment important.